Claude Bernard, on l'a vu, a consigné, dans l'introduction à la médecine, à l'étude de la médecine expérimentale, une méthode qui lui avait permis de faire ses plus belles découvertes de physiologie, notamment celle du foie lavé. C'est ainsi que le philosophe Georges Canguilhem a pu écrire que cet ouvrage était en réalité une réflexion a posteriori sur la méthode donc, qui avait été fructueuse, sa méthode d'expérimentation, une méthode donc, qui avait fait ses preuves. Cette méthode, Claude Bernard l'a enseignée, l'a pratiquée également avec ses élèves, notamment lors d'expérimentations faites au caveau, qui est un sous-sol du Collège de France, on le voit ici, entouré de ses élèves, entouré de ses instruments favoris. On peut deviner une bouteille de Leyde, une bobine de Ruhmkorff, un pendule, une électrode qu'il tient dans ses mains, des instruments de chirurgie, un microscope. Ces instruments, Claude Bernard les a pratiqués, les a utilisés avec une certaine connaissance, mais il les maîtrisait d'une certaine façon, mais ses élèves se sont spécialisés et les ont utilisés, chacun d'une manière beaucoup plus approfondie, en créant chacun une spécialité physiologique. L'ambiance du caveau était assez chaleureuse et studieuse. Par exemple, lorsque Albert Dastre, un des élèves de Claude Bernard, revenait de l'école normale supérieure où il donnait des cours, Claude Bernard, à son arrivée, s'exprimait et disait une phrase qui a été rapportée plusieurs fois, d'Arsonval, enlevez ce verre, l'astre, c'est-à-dire Dastre, va s'y noyer. La méthode de Claude Bernard est donc celle pratiquée par ses élèves et qui a formé son école ou encore, selon ses termes, sa famille scientifique. Ses élèves ont d'ailleurs toujours insisté et enseigné sur cette méthode. Ils l'ont enseignée avec fidélité dans différentes chaires qu'ils se sont partagées par un certain jeu de chaises musicales entre les différentes générations d'élèves. Dès lors, on peut se poser la question de savoir si la méthode de Claude Bernard est la méthode ou bien une méthode pour expérimenter sur le vivant, ou si elle fut modulée par les élèves de Claude Bernard de son vivant. En réalité, les philosophes Gaston Bachelard et Georges Canguilhem ont eu des analyses parfois sévères sur cette méthode bernardienne, et on peut retrouver ces critiques déjà dans les écrits des élèves de Claude Bernard. Selon ces critiques, on peut dire que la méthode expérimentale de Claude Bernard permet d'accéder à une connaissance. Mais en réalité, cette connaissance est beaucoup plus relative que Claude Bernard l'imaginait. Elle dépend certes d'un cadre expérimental et de certains cadres théoriques, mais qui sont extrêmement relatifs et qui peuvent varier. De plus, la méthode de Claude Bernard a privilégié une certaine physiologie qui est expérimentée, on l'a vu, sur l'animal entier, dans un cadre théorique de physiologie des systèmes d'organes. Claude Bernard évite en effet de raisonner plus schématiquement à l'échelle des tissus et des cellules, ce qu'on a vu précédemment avec le terme de réductionnisme, ou du moins conditionne-t-il ce type de raisonnement à des échelles de l'organisme entier, et comme on le verra par des exemples scientifiques. Ces critiques de la méthode de Claude Bernard se lisent déjà donc dans les œuvres de ses élèves, comme je l'ai dit. Leurs travaux permettent de mieux comprendre les limites de cette méthode et surtout son évolution à travers les discussions entre Claude Bernard et ses élèves. Par sa conception de Claude Bernard, par sa conception de l'élève, de ce que devait être un élève, on dirait un jeune chercheur aujourd'hui, a permis ces rectifications de sa méthode selon des critiques qu'il a compris, accepté et peut-être éventuellement même suscité. On peut donc dire que la postérité de Claude Bernard doit être aussi recherchée du côté de ses élèves. Ce que retiendront les élèves de Claude Bernard sur sa méthode, c'est bien sûr l'importance du fait brut, le fait simple de l'expérience, l'observation scrupuleuse du phénomène. Pour l'élève de Claude Bernard, l'histologiste Louis Ranvier, le déterminisme des phénomènes n'est qu'une condition du succès de l'expérimentation et non pas le facteur central.
Car pour Ranvier, le fait brut, c'est-à-dire le fait brut de l'expérience, ce qu'on observe, ne dit rien, ce sont ses propres termes. Car selon Ranvier, la science n'est pas un ensemble de faits bruts, mais bien un ensemble de faits coordonnés par des hypothèses dans un cadre théorique, établissant donc une théorie, même si elle est provisoire. Pourtant, Claude Bernard allait dans ce sens et disait, selon son expression, qu'il ne fallait jamais expérimenter à blanc, c'est-à-dire juste pour voir dans des conditions peu déterminées et sans idée préalable. Si Claude Bernard était donc plutôt en accord sur ce point avec Ranvier, Ranvier estimait que Claude Bernard avait été trop focalisé sur le concept de déterminisme, ce qu'on peut expliquer d'un point de vue historique dans sa filiation notamment avec François Magendie et les difficultés qu'ils avaient eu à imposer ce déterminisme et la reproductibilité des expériences. Les élèves de Claude Bernard ont donc progressivement compris que l'expérimentation sur le vivant devait s'ouvrir à de nouveaux cadres théoriques. Louis Ranvier n'a pas écrit, mais il a quand même fortement sous-entendu que Claude Bernard était en réalité assez prisonnier d'un certain type de cadre théorique, même évolutif. Claude Bernard privilégie, on l'a vu, le concept de phénomène vital, qui tranche avec le mécanisme des physiologistes allemands, et notamment son collègue électrophysiologiste Émile Dubois-Reymond, et avec également, on peut dire, le néo-vitalisme de ses élèves, qui est assez mécaniste. Le phénomène vital, c'est pour Claude Bernard la contraction d'un muscle ou le cheminement d'un influx nerveux, mais Claude Bernard refuse de réduire ces phénomènes à certaines mesures physiques, comme le feront ses élèves, par exemple Darsonval ou Vulpian. Les mesures physiques sont pour Claude Bernard uniquement ce qu'il appelle le côté physique du phénomène. Ce côté physique, on pourrait dire aujourd'hui que c'est le mécanisme ou les fonctionnements tels qu'ils se produisent dans le phénomène. Claude Bernard conçoit ces cadres théoriques à l'échelle de l'organisme entier, et ce qui est aujourd'hui, si on veut, une bonne recommandation de principe. Mais les élèves de Claude Bernard comprendront qu'il faut aller au-delà de cette restriction qui refuse de concevoir un phénomène en dehors de ses fonctions dans l'organisme, de sa détermination par le jeu d'interaction entre organes et en dehors de la dépendance à l'ensemble des systèmes de l'organisme. Ces dépendances justifient pour Claude Bernard le concept de phénomène vital qui repose selon lui, sur une organisation unique du vivant, alors que ses élèves adopteront un rationalisme plus mécaniste à l'échelle des cellules. Ranvier expliquera par exemple certaines pertes de fonction de fibre nerveuse par des phénomènes de compression entre cellules lors de phénomènes de dégénérescence des nerfs. Vulpian expliquera le mode d'action du curare par une interaction directe avec la plaque motrice. Et les élèves de Claude Bernard n'accepteront donc plus d'opposer ce que Claude Bernard nomme la précision physiologique et qui est la détermination précise du déterminisme, d'opposer donc cette précision physiologique à la précision physique ou l'exactitude des instruments, des mesures instrumentales, que Claude Bernard critique chez Émile Dubois-Reymond, mais qu'il valorisera tout de même dans les travaux de ses élèves comme Arsène Darsonval. Pour Claude Bernard, le phénomène vital dépend d'une, je cite, une hiérarchie fonctionnelle, selon un déterminisme qu'il qualifie, selon une expression, d'harmonieusement hiérarchisé. On parle d'ailleurs de vitalisme physique. Et c'est précisément cette attitude que critiquera Vulpian dans les études sur le mode d'action du curare. Claude Bernard a en effet tendance à réfléchir aux phénomènes vitaux en ne distinguant pas ou en distinguant mal les mécanismes des fonctions. Et c'est par cette ouverture et en prenant sur ce point, on peut dire, le contre-pied de Claude Bernard, qu'Alfred Vulpian aboutit donc à la bonne conclusion de l'action bloquante du curare sur la neurotransmission, la transmission neuromusculaire. Une autre polémique a opposé amicalement Claude Bernard à un autre élève, Louis Ranvier. Claude Bernard a toujours choisi et accepté, c'est une aparté, ses élèves en leur accordant à la fois un soutien et une grande confiance et en leur permettant toujours de s'exprimer dans leurs expérimentations, mais aussi en dehors. Bernard, on peut dire, a ainsi choisi des élèves souvent déjà formés par deux thèses, une en sciences et une en médecine, ou plutôt l'inverse, et déjà, pour la majorité, spécialisés dans certains domaines de physiologie avancés et souvent plus développés en Allemagne. Bernard a donc choisi ses élèves en raison des choses qu'ils pouvaient lui apprendre, ce que Claude Bernard a toujours valorisé.
En ce sens, et pour répondre à une question qui a été posée, on peut dire que les élèves de Claude Bernard ont été extrêmement réceptifs à la science allemande et que Claude Bernard a été amené à découvrir cette science plutôt à travers ses élèves. Paul Bert, par exemple, le premier élève, avait tenu tête à certains arguments de Claude Bernard dès son jury de thèse. D'Arsonval avait aidé, on s'en souvient, pour ceux qui ont lu des biographies, avait aidé Claude Bernard à régler son galvanomètre lors d'un cours en amphithéâtre. Quand Claude Bernard était à court d'arguments en voulant expliquer la fonction ou l'implication de certains éléments anatomiques, Claude Bernard se retournait volontiers vers son élève et s'exclamait « Ranvier va nous expliquer cela ». C'est ainsi que Bernard a aussi entendu et accepté une leçon particulière de Louis Ranvier sur une question de méthode qui les opposa quelque temps. Alors pour bien comprendre cela, on revient sur un parti pris méthodologique de Claude Bernard, qui est la détermination des fonctions des organes par les méthodes physico-chimiques. Claude Bernard s'opposait sur le principe du médecin grec du IIe siècle après Jésus-Christ, Claude Gallien, selon lequel on pouvait déterminer la fonction des organes par l'inspection de leur forme. Si l'on peut en effet comprendre aisément qu'on puisse découvrir la fonction d'une main ou d'un membre en fonction de sa forme et de ses mouvements possibles, rien de l'anatomie du foie ne pouvait prédire sa fonction de fabrication du sucre. Cette action plutôt enzymatique se détermine à l'échelle moléculaire. Même armé d'un microscope, pour Claude Bernard, il n'était donc pas possible de déduire la fonction d'un tissu par son inspection microscopique. Mais pour Louis Ranvier, le problème se posait aussi d'une autre manière. Car enfin, pour Ranvier, si le microscope permet de dire ce que contient un tissu, en termes de cellules sécrétrices, cellules musculaires, fibroblastes, capillaires, etc., on peut imaginer que donc cet examen des tissus et cet examen de leur composition cellulaire puissent permettre de se faire une idée de la fonction de l'organe. Par exemple, une artère contient une tunique musculaire qui permet de réguler son diamètre, ce qui permet une action de régulation de la pression artérielle. Claude Bernard a d'ailleurs reconnu assez tardivement, comme sur la question du curare avec Vulpian, que ses élèves avaient donc raison, et donc dans ce cas que l'examen microscopique, l'histologie, était en mesure de collecter suffisamment d'observations pour permettre des corrélations entre des éléments anatomiques et leurs fonctions à l'échelle cellulaire. Donc on peut dire que si Louis Ranvier et Claude Bernard se sont finalement accordés sur ce point, cette question du déterminisme des fonctions par la forme est demeurée assez polémique dans la physiologie française et fut parfois encore source d'erreurs, par exemple dans les années 1920 avec le physiologiste Louis Lapic, qui accepta puis refusa le déterminisme pourtant correct de la vitesse de conduction de l'influx nerveux dans une fibre selon son diamètre. À partir de l'œuvre de Claude Bernard, ses élèves ont donc élargi les champs de l'investigation physiologique en favorisant des études plus quantitatives, basées sur des instruments plus spécialisés, qui imposaient de s'éloigner progressivement de cette méthode de Claude Bernard, pour bien distinguer l'étude des mécanismes physiologiques précis de leur implication fonctionnelle dans l'organisme. Ainsi, Arsène d'Arsonval a développé l'électrophysiologie, donc l'étude des mécanismes électrophysiologiques et donc de l'influx nerveux, en développant ses propres galvanomètres. Paul Bert a développé des recherches sur la respiration, recherche célèbre, en mettant au point une instrumentation aussi lourde que sophistiquée en Sorbonne. Louis Ranvier a étudié les phénomènes de dégénérescence des nerfs par examen microscopique, qui ont eu un retentissement international, notamment chez le prix Nobel espagnol Santiago Ramón y Cajal en 1906. Auguste Chauveau de Lyon a développé l'énergétique, c'est-à-dire l'étude quantitative de l'élaboration de la force mécanique par le muscle à partir de l'énergie chimique par combustion du glucose. Enfin, Nestor Gréhan a développé l'usage de certains instruments de physique en médecine. Ainsi, les élèves, fidèles aux conceptions de Claude Bernard et se faisant toujours l'écho de ses doctrines, ont ainsi complété sa méthode avec un certain libéralisme, fidèle et soucieux de préserver son œuvre, avec un tempérament et une affection qui avaient été celles du maître avec eux. Merci.